À la partie invitée, on est encore gâtés cette semaine et j'aimerais bien vous dévoiler son pedigree, mais malheureusement, l'équipe technique est payée à l'heure, fait que je vais devoir couper ça très court. Mais comme on a vu un Québécois se joindre, là, quatrième des gardiens avec le plus de victoires de la Ligue nationale, on parle des quatre grands gardiens québécois de la Ligue nationale. Tu as le chef de tout ça, le chef de la tribu des gardiens québécois avec le plus de victoires qui est avec nous. Bonjour Martin! Salut les gars, ça va bien? Oui, très bien. Et quelle légende! Hier, on voyait, avant-hier, Patrick Marleau, le plus grand nombre de matchs en national. Et toi, tu as ce record-là pour les gardiens de but. Tu es en direct de Saint-Louis, Martin. Premièrement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui occupe ton temps présentement, ton rôle avec les Devils? Expliquer ça un petit peu. En ce moment, je suis conseiller du hockey operation avec les Devils. Fait que je suis vraiment impliqué avec le gérant général Tom Fitzgerald, puis le président Hugh Weber, en partie avec les propriétaires aussi. Fait que ça m'occupe un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir profiter un peu de ma vie, de ma retraite quand même. Il me laisse un peu de liberté. C'est sûr que cette année, avec le COVID, j'ai pas le droit de voyager avec l'équipe. Fait que nécessairement, souvent quand l'équipe est à la maison, je suis tout le temps au New Jersey. Fait que je voyage de Saint-Louis au New Jersey quasiment chaque semaine. Est-ce que c'est avec eux, justement, maintenant, je pense que tout le monde est devenu des professionnels des rencontres Zoom ou toutes sortes de technologies, mais est-ce que tu as quelque chose de quotidien avec eux pour suivre ou il y a des moments un peu plus clés, justement, quand tu te déplaces, tu as des objectifs, tu as une liste de choses que tu veux remplir? Bien, ça dépend. Quand je suis capable d'être là plus que 3-4 jours, j'ai le droit de rencontrer les entraîneurs puis le coach de gardien de but. Puis le gérant général, je suis capable de le voir quand même assez souvent. Faut quand même se garder en distance un petit peu. Mais nécessairement, à chaque semaine, on a peut-être 3-4 meetings par Zoom que je suis capable de les prendre, soit que je sois à Saint-Louis ou en Floride, ou même des fois, je les prends quand je suis au New Jersey. Mais c'est comme un peu bizarre, mais c'est de la manière qu'il faut travailler cette saison. Écoute, dernièrement, lors de la période des échanges, Tom Fitzgerald, qui a été mon assistant coach lorsqu'on a gagné la Coupe Stanley en 2009, un homme que j'adore, a fait une des citations les plus belles dans le hockey, j'ai trouvé. Quand vous avez échangé Zajac puis Palmieri, il a dit « J'espère qu'on va se retrouver avec le 32e choix au repêchage parce que je veux que ces deux bons joueurs de hockey-là aient une chance de gagner à la Coupe Stanley. » J'ai trouvé ça tellement beau, puis je pense que ça fait partie de la culture des Devils. C'est une raison pourquoi vous y enlevez un petit peu le titre de DG intérim? Oui, je pense qu'il a fait vraiment une bonne job. Dès qu'il a embarqué l'année passée, je ne sais pas si c'était au mois de janvier ou quelque chose de même, il a travaillé très fort, puis ils ont décidé d'y donner le titre de gérant général permanent. Mais c'est des choses comme ça. Je pense que Tom, c'est un gars qui travaille très fort, qui est proche de ses joueurs, des décisions qu'il prend. C'est super le fun d'être capable de travailler proche de lui. Puis des commentaires comme qu'il a fait, ça venait vraiment sincèrement que nous autres, Travis Zajac, qu'il a joué au-dessus de 1000 rencontres pour une équipe avec les Devils. Fait que c'est pas facile d'échanger, mais on pouvait pas y envoyer l'opportunité d'avoir une chance de gagner la Coupe cette année. Puis je pense que les Islanders, nécessairement, lui, avait une clause de pas d'échange. Il était capable de la waiver pour aller seulement aux Islanders. Fait que on était capable de faire ça, mais on lui a fait promettre aussi, on a parlé à Lou Lamoriello, puis on veut absolument qu'il soit fait partie de l'équipe et non juste un move de profondeur que certaines équipes seraient capables de faire des fois. Fait que, on est bien content que ces deux joueurs-là sont installés avec les Islanders, puis en espérant que ça va aller bien pour eux autres, mais nous autres, on était capables de remplir ce qu'on avait besoin de faire avec cet échange-là. Les Devils, c'est une équipe là, remplie de jeunes talents, de bons espoirs. Ça commence par le capitaine Nico Hischier, mais avec les Jack Hughes, les Brad, Ty Smith à la défense, un défenseur que j'adore, qui déjà a un impact dans la Ligue nationale. Parle-moi un peu de la vision des Devils quand tu as un gros noyau de bons jeunes joueurs comme ça. Puis j'aimerais que tu me spécifies un peu Nico Hischier, capitaine à 22 ans. Qu'est-ce qui a démontré que c'est lui qui ressortait du lot pour être capable de mener ce groupe-là de jeunes joueurs? Là? Ben, je pense que Nico, il a prouvé depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale qu'à chaque année, il a grandi avec l'organisation. Il a grandi dans sa carrière, puis il a maturé énormément. Quand tu la regardes, quand il est arrivé à 18 ans, puis tu le vois en ce moment,
le leadership qu'il était capable de montrer. Mais c'est toujours difficile pour certains joueurs quand il y a beaucoup de vétérans dans une équipe pour nommer un jeune capitaine. Mais si tu regardes la manière que l'équipe est construite en ce moment, on a beaucoup de jeunes. Puis Nico, même à 22 ans, il n'est pas le plus jeune. On a beaucoup de monde de cet âge-là. Puis vu que lui, ça fait déjà 4 ans qu'il est dans la Ligue nationale, puis on l'a signé pendant un autre 7 ans, on trouvait que c'était un choix qui était facile à faire pour nous autres, pour lui, pour l'aider l'équipe dans les prochaines années. Écoute, on est satisfait du déroulement, qu'est-ce qui s'est passé cette saison avec nos jeunes joueurs. C'est sûr que les résultats ne sont pas là. On se donne un bon 3 ans avant de pouvoir être compétitif pour avoir une chance à gagner la Coupe Stanley. Puis on a vu, et je pense qu'on a 5 ou 6 joueurs qui ont joué leur première game dans la Ligue nationale cette année. Il y a de pas grandes équipes dans la Ligue nationale qui ont eu tellement de jeunes joueurs que ça à participer à des matchs. Oui, mais je pense que c'est excitant pour les fans aussi parce que vous n'êtes pas entre deux. Tu sais, des fois, quand tu essaies de tout le temps de gagner, d'être à peu près, là, vous êtes en reconstruction, tu sais qu'il y a un timeline, tu vois tes jeunes évoluer. Je trouve ça, je pense, c'est excitant pour les fans aussi. Écoute, il y a des équipes, on a vu cet été, dans la dernière année, les équipes, la mode est au département des gardiens de but, l'excellence des gardiens de but. Je me mets dans les culottes de Mackenzie Blackwood. Est-ce que tu te donnes la permission d'aller jaser à tes goalers des fois, leur donner des trucs? Est-ce que vous avez l'intention peut-être de former un département comme ça? C'est quoi ta vision de ça? Nous autres, on a déjà formé ce département-là depuis l'année passée. C'est qu'on l'a jamais fait officiellement. C'est Scott Clemenson qui est le directeur des gardiens de but. Puis on a engagé un nouveau gardien de but, de coach de gardien de but au niveau de la Ligue nationale, puis un gars dans la Ligue américaine. Puis moi, je fais partie un peu d'aider à manager ce groupe-là. Je pense que c'est important. Je suis vraiment en contact avec tout le monde. Mackenzie Blackwood, un peu moins, parce que je trouve que la relation du coach de gardien de but et son gardien de but est très importante, puis je veux pas m'empléter là-dedans, mais souvent, je vais parler au coach de gardien de but pour envoyer mes messages. Mais durant le off-season, c'est là que je prends le temps de pouvoir communiquer avec ces athlètes-là. Martin, est-ce que c'est dur pour toi? Parce que de 95, je pense, à 2010, tu jouais 70 matchs par année. Puis là, c'est le débat de 50, 55, de diminuer. C'est quoi ton point de vue là-dessus, d'être capable de cette gestion-là de fatigue? Puis à quel point, des fois, un gardien numéro 1, il a besoin d'être devant le filet le plus souvent possible? Quand j'ai pris ma retraite, je trouvais ça bizarre que le monde n'était pas capable de jouer 70 games. Mais plus que je regarde de la manière que la game est jouée en ce moment, le temps de possession dans la zone défensive, le nombre d'avantages numériques qu'il peut avoir, le nombre de qualités de chance avec pas de clutching and grabbing, les gars qui vont au net, il y a beaucoup plus d'action. Je pense que c'est plus demandant d'être un gardien de but. Puis c'est sûr, dans les dernières années, surtout cette année, c'est demandant. Écoute, on a passé à travers 5 gardiens de but, nous autres, cette saison. De Boston, ils ont passé à 4 ou 5 gardiens de but aussi. Fait que tu as besoin de la profondeur, puis il faut que tu manages un petit peu mieux que peut-être dans mon temps, le temps de minutes que les gardiens de but jouent. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de profondeur. Il faut que tu aies un bon deuxième, mais il faut quand même que tu aies un bon troisième parce qu'il y a une bonne chance que tu vas l'utiliser. Je pense que 70% des équipes dans je pense, 7 dernières années ont utilisé 3 gardiens et plus durant une saison. Fait que c'est important d'avoir ça. C'est fou, hein? Puis t'as ça demandé, est-ce que c'est parce que Martin était tellement en forme ou c'est que les goalers d'aujourd'hui sont plus en forme? Moi, c'est plus ça, la vraie question, là, mais bon. Je veux pas que tu y répondes. Moi, je pense que c'est parce que t'étais vraiment... Je peux te répondre. Faut pas que tu t'entraînes trop fort. Faut pas que tu gardes ton énergie pour les games. C'est ça. Je comprends. C'est ça, le truc. On va le savoir. La sagesse. Ouais. Martin, t'as parlé rapidement. T'as dit, tu sais, quand j'ai pris ma retraite, je pensais que c'était normal de jouer 70 games. Parle-moi un petit peu de ta transition de joueur à maintenant. Tu fais partie du management du hockey. Est-ce que c'était quelque chose de planifié, prévu? Est-ce que tu y pensais dans les années précédentes? Ou c'est arrivé, tu as eu l'opportunité à Saint-Louis ta dernière saison, puis tu t'es dit, je vais l'essayer? Bien, écoute, tu sais, j'ai joué tellement longtemps que mes dernières années, je sais qu'à un moment donné, que la retraite allait arriver bientôt. Fait que j'ai posé énormément de questions à des joueurs que j'ai joué avec eux autres qui étaient dans leur retraite. Puis juste m'informer comment que ça allait, comment ils trouvaient ça difficile, ou c'était facile, ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis beaucoup de joueurs m'ont dit, écoute, Martin, si t'es capable de rester dans le hockey, reste dans le hockey, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le vrai monde qui égale la vie d'un joueur de hockey ou faire partie d'une équipe de hockey.
Fait que quand j'ai eu la chance à Saint-Louis de pouvoir rester après mon 7-8 matchs que j'ai joué là-bas, 2 mois, quand Doug Armstrong m'a demandé de rester, fait que ça m'a donné une opportunité de passer à peu près 2-3 mois à voir c'était quoi la vie après hockey, mais en restant avec une équipe. Puis j'ai vraiment adoré ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours fait partie d'une équipe de hockey. Professionnellement, je suis revenu au New Jersey il y a 2-3 ans. Que c'est un petit peu plus normal pour moi. C'est un peu plus familier que c'était à Saint-Louis. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis j'ai aucun regret. C'est sûr qu'avec la nouvelle job, je m'ai donné un petit peu plus de liberté à Saint-Louis. J'étais assistant GM. Puis tu travailles un petit peu plus fort. Tu voyages beaucoup dans les équipes, dans les ligues juniors, dans les collèges, aller en Europe. Mais maintenant, avec la job que je suis capable de rester avec la grosse équipe, travailler un petit peu moins. Mais c'est quand même le fun de faire partie d'eux autres. Est-ce que ça faisait partie du plan, justement, quand tu as signé avec les Blues de Saint-Louis? Est-ce que c'était déjà un peu dans les négociations ou dans le plan, quand tu te déplaçais, tu t'en allais à Saint-Louis, justement, de changer d'organisation? C'est parce qu'il y avait déjà un pont vers la transition de l'après? Pas nécessairement. Il y avait pas de promesse là-dessus. C'est juste que j'ai eu beaucoup de conversations avec Doug Armstrong pendant que je jouais. Puis je pense qu'il aimait de la manière que je pensais. Puis je pense qu'il était beaucoup intrigué aussi de le fait que j'avais passé au-dessus de 20 ans avec Lou Lamoriello. Fait que je m'ai fait... à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, il dit « Qu'est-ce que Lou ferait là-dessus? » Fait que je pense qu'ils m'ont utilisé là-dessus plus que d'autres choses. Hey, ben, moi, je veux savoir, Martin, parce que j'ai vécu avec Garth Snow, un gardien contre qui tu as joué pendant un bout. Là. Moi, je me rappelle où j'étais quand j'ai reçu l'appel, parce que Garth Snow était le deuxième gardien à Rick DiPietro, un coéquipier. Puis c'était la vie. Là. Il organisait tout le temps les journées de football. C'était un passionné. C'était un bon coéquipier. Puis d'une seconde à l'autre, il devient directeur gérant de l'équipe. Je me rappelle, j'étais sur le pont Victoria quand j'ai reçu l'appel. Je disais, voyons, il est rendu directeur gérant. Mais au début, la première saison, ça a été difficile parce qu'il voulait redresser l'équipe. Mais c'était tous ses amis, ses anciens coéquipiers qui étaient dans l'équipe. Puis après une victoire, quand on gagnait sur la route, c'était son moment de boys. Fait qu'il partait d'en avant de l'avion, il venait s'asseoir à la table à cartes, à sa place. Puis là, il prenait un petit verre avec les boys. Puis là, il disait, OK, là, je suis comme un ancien coéquipier. Tu sais, puis il a fallu que tranquillement, il travaille cette ligne-là. Puis des fois, il l'a fait à la dure. Il a sorti un de ses grands chums, Sean Bates. Ouais. Puis ça a été difficile, cette transition-là, pour lui, c'est certain. Toi, ça a été comment de passer de joueur pendant si longtemps? Puis là, arriver à l'aréna en veston-cravate, mais tu gardes ton veston-cravate, puis là, tu t'en vas au deuxième étage. Écoute, c'est une transition, c'est sûr et certain, parce que je venais juste de passer 2 mois avec l'équipe, puis j'apprenais à connaître un peu les joueurs, puis leur famille, puis tout. Fait que nécessairement, au début, tu voyais qu'il y avait un peu de froid, mais écoute, je n'étais pas en une position de prendre de décision. J'étais juste là pour aider. Fait que c'est ça que j'ai fait, puis je pense que le monde a respecté ça, puis écoute, je faisais qu'est-ce que le gérant général voulait que je fasse. Fait que des fois, c'était pas comme évident. Des fois, il fallait que je descende des gars. Une fois qu'à l'entraînement, c'était durant le World Cup, on avait invité plein de joueurs comme sur des PTO, là, des Professional Tryouts. Fait que là, c'était moi qu'il fallait qu'ils disent à ces gars-là, c'était des gars un petit peu plus âgés, que j'avais des relations avec, de dire, bon, on n'a plus besoin de toi, il faut que tu t'en ailles chez eux. Et puis là, il y a certains joueurs qui étaient là, ils disent, I don't know, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas d'autre option. Fait que là, ça te brise le cœur un peu de faire ça, mais ça te prépare un peu à qu'est-ce que, si à un moment donné, j'aurais aimé ça gérant général à un point, ça te prépare un petit peu à faire ce job-là aussi. Oui, c'est certain. Écoute, moi, j'aimerais ça te remercier personnellement parce que je jouais pour le Laser de Saint-Hyacinthe à Tombe 2A. Puis quand j'étais à Tombe 2A, tu jouais pour le Laser de Saint-Hyacinthe dans le junior majeur. Oui. Puis Bruno vient de Saint-Hyacinthe aussi, là, donc ton gilet est encore là accroché. Puis tu avais été super sympathique parce qu'on t'avait rencontré dans la chambre de hockey, puis j'étais super impressionné. Donc, merci. Deuxièmement, à ta deuxième saison dans la Ligue nationale, Martin, tu as remporté la Coupe Stanley. Est-ce que tu l'as comme pris pour acquis ou tu savais comment? Tu sais, des fois, ça arrive vite, tu rentres en Ligue nationale, vous étiez toute une machine de hockey, là, les joueurs devant toi, là, avec des Guérin, Richer, Stevens, Lemieux, Niedermayer. Est-ce que tu réalisais que tu avais ça devant toi, puis ou tu l'as vraiment apprécié? Là? Non, je pense qu'on l'a vraiment apprécié. C'était la première fois que l'organisation avait la chance de jouer pour une Coupe Stanley. Écoute, l'année auparavant, on avait perdu contre les Rangers à 7e match dans la finale de la conférence. Fait qu'on
on avait bâti un peu quelque chose mon année recrue avec l'organisation. Puis c'était la première année de Jacques Lemaire. Tout le monde apprenait à jouer son système. Puis je pense que quand on est revenu la deuxième saison, on avait beaucoup de confiance. Mais encore une fois, quand l'équipe n'a jamais arrivé à ce niveau-là, c'était comme quelque chose que on a mis le pied sur le gaz puis on n'a jamais arrêté. Puis on n'a jamais réalisé qu'on aurait battu les Red Wings en 4 matchs pour gagner la Coupe Stanley. C'est qu'on avait tellement de respect pour eux autres avec leur coach Scott Bowman qu'on n'a jamais voulu regarder en arrière. On a regardé juste en avant puis on a réalisé qu'on a gagné ça en 4. Fait que c'était pas mal exceptionnel pour nous autres, pour l'organisation puis les joueurs impliqués. Est-ce que, parce que là, quand tu en gagnes une, puis là, en 95, en 2000, en 2003, puis tu penses tout le temps à la prochaine, puis tu veux continuer dans cette direction-là, maintenant que c'est arrêté comme joueur, parce que c'est sûr que comme organisation, tu veux continuer d'aller en chercher, mais comme joueur, quand c'est arrêté, est-ce qu'il y en a une des trois ou un moment de ces conquêtes-là qui ressort à tes yeux quand tu te promènes dans ton entrepôt là, de cadres et de photos et de trophées? Est-ce qu'il y en a une qui ressort et dit celle-là est spéciale à cause de... Écoute, elles sont toutes spéciales. C'est sûr que quand tu es jeune, il y a beaucoup de monde qui vont t'aider pour avoir du succès, pour gagner la Coupe Stanley. Mais quand tu viens plus vieux, c'est ta responsabilité de prendre les jeunes joueurs puis de les aider. Fait que si tu regardes en 2000 puis en 2003, ça a été ça. Ça a été... En 2000, pour moi, c'était vraiment le fun parce qu'on avait des gars comme Colin White, Scott Gomez, John Madden, Brandon Rafalski, qui n'avaient jamais gagné une Coupe Stanley, qui ont remis un peu de vie dans notre équipe parce que ça faisait quand même 5 ans qu'on n'avait pas gagné une Coupe Stanley puis on avait vraiment des bonnes équipes. Fait que ça a été vraiment une satisfaction pour nous autres de pouvoir gagner la Coupe Stanley puis les voir réagir à gagner la Coupe Stanley. Puis en 2003, c'est complètement différent. C'est qu'on a des joueurs comme Turner Stevenson, comme Jim McKenzie, qui ont des gars comme Pascal Réaume, qui ont joué énormément partout à travers la Ligue, qui n'ont jamais eu la chance de gagner. Être capable de donner une opportunité à ces gars-là de célébrer ça. Avec Pat Burns aussi, que c'était sa première Coupe Stanley. C'est des affaires spéciales. Fait il y a toujours une histoire à chaque Coupe Stanley. C'est jamais banal. N'importe qui a gagné une Coupe Stanley peut dire exactement le moment qu'il l'a fait ou que ça a brisé ou que ça a cassé. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir en parler. Es-tu capable, je sais que c'est difficile, es-tu capable de comparer, tu as gagné 2 médailles d'or là, aux Olympiques, là, ces médailles d'or-là, la satisfaction que ça t'a apporté comparativement aux Coupes Stanley? Mais écoute, la médaille d'or, pour moi, c'est celle en 2002, quand on a gagné à Salt Lake City. J'étais pas dans le filet en 2010, je faisais partie de l'équipe, j'avais commencé un peu, puis Luongo avait fini le tournoi, puis on avait gagné une médaille d'or. C'est sûr que celle-là, c'est super le fun à cause qu'on était au Canada. Juste avoir le support des fans, puis toute l'équipe, de la manière que la ville de Vancouver était, c'était pas mal incroyable. Mais je reviens toujours un peu pour moi à cause que j'ai fait une grosse partie à Salt Lake City. C'est quelque chose d'ajustement. La beauté d'une médaille d'or, écoute, c'est un ajustement pour les joueurs de jouer pendant 2 ou 3 semaines, d'apprendre à jouer ensemble, d'apprendre un nouveau style de jeu, que ce soit, écoute, je pense qu'on avait 11 capitaines, puis on avait, je pense, 900. Ça veut dire, fait que tout le monde, faut qu'il s'ajuste. C'est pas tout le monde qui va être sur le power play. Puis c'est ça, je pense, l'affaire la plus difficile que le monde ne réalise pas. Oui, c'est les meilleurs joueurs, mais ils jouent dans différents rôles. Puis c'est là que l'organisation de Team Canada est très bonne de mettre tout le monde au même niveau puis qu'on performe pour gagner une médaille d'or pour notre pays. Parce que quand tu regardes cette formation-là, là, Joe Sakic, directeur-gérant, Mario Lemieux, propriétaire-président, Steve Yzerman, directeur-gérant, puis t'en as d'autres, Rob Blake qui est là, Brandon Shanahan. Quand tu amènes toutes ces têtes-là de hockey, puis on le voit, ils sont encore impliqués dans des grands rôles, tu amènes toutes là, ces têtes de hockey, puis tu viens de le dire, Équipe Canada a fait un beau travail de mettre tout le monde sur le même niveau. Mais c'est qui les personnalités qui ressortaient? Tu sais, que naturellement ont compris le lead d'un groupe de leaders comme ça? Bien, je pense que ça commence avec l'entraîneur, que nous autres, en 2002, ça a été Pat Quinn. Puis je pense qu'il était vraiment bon de la manière qu'il a managé tout ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est un gars comme Steve Yzerman, Joe Sakic, Mario Lemieux, qui était vraiment tranquille, il disait pas grand-chose. Mais quand c'était le temps, il parlait, il encourageait certains joueurs pour avoir du succès. Mais écoute, tout le monde était là dans le même bateau, puis c'était vraiment quelque chose de spécial à voir. Écoute, on a passé à travers les préliminaires en perdant la première rencontre
en ayant une nulle contre les Czech Republic. Puis après ça, on a gagné tout ce qui était devant nous autres. Fait qu'on a passé à travers des moments que ça aurait pu, comme je disais, que ça passe ou ça casse. Mais le leadership nous a fait que ça a passé. Écoute, je sais pas si tu vas t'en rappeler, là. C'est-tu ton petit chien qui gère? Ouais, excuse-moi, là, ma femme avait d'ouvrir la porte. Pas de trouble, pas de trouble. J'ai un chien aussi, je sais c'est quoi. Écoute, je sais pas si tu vas t'en rappeler. En 2018, tu faisais partie de l'organisation d'équipe Équipe Canada pour les Jeux olympiques de Pyeongchang. Puis moi, je veux savoir, là, parce que dans ma tête, j'ai fait ma propre histoire. J'ai joué au hockey en Russie. Les joueurs de la Ligue nationale n'avaient pas accès à ces Olympiques-là. Donc, en début de saison, je pensais peut-être faire l'équipe. Puis là, c'est Sean Burke qui m'a appelé pour me dire que je faisais pas l'équipe. Martin, j'ai-tu passé proche ou pas? Là? C'est-tu toi qui as dit non, Talbot, on le prend pas? C'est quoi la vraie histoire? T'étais dans des discussions, ça, c'est sûr. Ah, OK, c'est tout. C'est Vous tout avez ce bien qu'il fait. Vous avez bien fait. Ah, on aurait gagné l'or, sûrement. En tout cas, je sais ça de La même. discussion, c'était « Hey, qu'est-ce que vous pensez de Max? » Non! Out! Non, ben gars, Max, c'est pas grave. La prochaine. La prochaine, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Hey, mais je veux qu'on parle parce que là, justement, tu as été directeur gérant du championnat du monde. Et ils viennent de nommer Roberto Luongo pour le prochain championnat du monde, directeur gérant d'Équipe Canada. C'est quoi le rôle? À quoi ça ressemble le rôle de ça, d'essayer de rassembler l'équipe, puis il y a beaucoup de limitations? Et c'est quoi les conseils que tu donnerais à Roberto, justement, pour bien accomplir ce rôle-là? Mais écoute, c'est pas aussi facile que le monde pense, surtout pour le championnat du monde. Écoute, les saisons se terminent, les joueurs sont banged up un petit peu, sont pas intéressés à voyager. Je sais pas, comme j'ai lu ça, mais c'est-tu pour le printemps qui arrive? C'est-tu pour cela qu'il a été nommé ou c'est l'autre année d'après? C'est 2022, je crois. OK. Fait que là, au moins, ça va être calmé un petit peu, mais il y a quand même une affaire qui est difficile, c'est de faire accepter les joueurs de venir. Écoute, nous autres... Puis il y a certains joueurs, comme le premier appel que j'ai eu, moi, ça a été Connor McDavid. Il dit « je veux jouer tout de suite ». Fait que t'as des joueurs de même qui sont vraiment Hockey Canada à 100%. Puis il faut que tu respectes ça. Il y a des relations qui se passent avec Hockey Canada. Le fait que tu choisis les entraîneurs, il y a encore des connexions avec Hockey Canada. Fait que je sais qu'il y a quelque chose que je peux juste y proposer un peu, c'est de vraiment de faire son plan d'attaque à lui-même, puis travailler avec Scott Salmon. S'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui crosse vraiment, vraiment de se battre pour l'avoir. Moi, j'étais général manager avec Sean Burke, encore une fois. Puis ça a quand même bien été, mais il y a quand même des budgets. Parce qu'il faut que tu payes l'assurance des joueurs. Fait qu'il y a quand même des limites de combien de Connor McDavid que tu peux avoir dans ton équipe. Fait qu'on espérait juste que Sid... On espérait juste que Sid, il voulait pas venir. Pour pas dire non, puis on aurait eu un problème de budget un petit peu. Mais c'est quelque chose que je savais pas, que c'est comme un cap salarial. Faut que tu cherches ça comme ça. Puis... Exactement. Puis sûrement que c'est entraînant. Lorsque, comme tu dis, toi, quand Connor McDavid dit oui, c'est sûr que ça va influencer d'autres bons joueurs à vouloir venir. Puis parce qu'eux, ils veulent gagner. Ils voient qui qu'il y a là. Leur chum aussi, je sais qu'il y a des gars qui aiment ça aussi aller là-bas, dépendamment de la ville où le tournoi se situe. Je pense que ça influence les joueurs aussi. Ça, parce que c'est comme... Je sais qu'ils travaillent fort, ils veulent gagner l'or, mais c'est des belles vacances. Il y a 2 semaines de vacances, puis il y a 2 semaines que tu joues au hockey là-bas. C'est ça. C'est ça. Mais parfait, belle expérience. Écoute, j'aimerais rentrer dans le vif d'un sujet. Là. Marc-André Fleury a fait son apparition dans le top 4 des gardiens de but avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale. Tu es au sommet. D'après moi, personne ne va jamais te rattraper. C'est pas mal certain. Premièrement, c'est 4 Québécois. Qu'est-ce qui, pour toi, explique ça, la dominance des gardiens de but québécois? Ben, écoute, moi, je trouve que de la manière que ça marche dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de... comme des moments durant pas les saisons, mais durant une partie de l'histoire du hockey que certains pays dominent un petit peu plus sur le côté gardien de but. En ce moment, tu vois que c'est tous les Russes. Tu regardes Vasilevskiy, Bobrovsky, les Samsonov, tous les jeunes qui s'en viennent sont tous là. Dans le temps que Patrick Roy, il a décidé, lui, quand il a embarqué dans la Ligue, il a commencé à dominer. Il y a des gardiens de but comme moi, comme Roberto Luongo, que Fleury, lui, il est un petit peu plus jeune.
Mais comme moi puis Roberto, on regardait énormément Patrick Roy puis le succès, un gars comme Félix Potvin, Stéphane Fizet, tous des Québécois qui ont décidé pas décidé, mais qui ont réussi dans la Ligue nationale, puis ça nous a donné un espoir à nous autres de vouloir faire ça. Puis on a eu l'opportunité, surtout moi, j'ai eu l'opportunité de jouer dans une manière dans la Ligue nationale qui laissait les gardiens de but jouer beaucoup, comme Patrick Roy, comme Luongo a joué beaucoup, puis Fleury a joué beaucoup. Tu peux pas atteindre ces niveaux-là à jouer 50 matchs. C'est pour ça que si Marc-André n'y arrive pas à mon record, ça va être tellement difficile pour tous les autres gardiens de but parce qu'il n'aura pas la chance de jouer autant de matchs que nous autres, on a eu la chance de le faire. Fait en ce moment, dans ces moments-là, c'était vraiment les Québécois qui dominaient. Puis j'espère que un jour, le Québec et le Canada devraient revenir un petit peu plus fort sur le côté de la pépinière des gardiens de but qui jouent dans la Ligue nationale. Parce que, tu sais, moi, je fais le lien un peu avec Draisaitl puis ce qui se passe en Allemagne, le hockey allemand qui se développe beaucoup. Fait que des fois, quand tu as un mentor comme ça ou un héros qui va très bien dans la Ligue, bien, ça va inspirer les jeunes. Puis je pense que Marc-André fait le travail, là, comme les derniers des Mohicans, lui et Jonathan Bernier font le travail pour les jeunes gardiens québécois. Est-ce qu'il y a un élément de plus à ça? Parce que je sais qu'il y avait les frères, tu sais, il y avait François Allaire qui était là au niveau des développements et Benoît avec les écoles de hockey, puis justement donner des ressources puis des outils à ces gardiens-là. Est-ce qu'au niveau de la position qui se développe énormément, ça s'est tellement développé dans les dernières années, est-ce qu'il y a un élément comme ça que le Québec pourrait améliorer pour justement donner des ressources à ces jeunes gardiens-là qui sont inspirés par les Flowers et les autres, Jonathan Bernier? Je ne sais pas quelles ressources qu'il y a au Québec. Je sais juste que beaucoup de coachs de gardiens de but vont aller passer des séjours en Europe pour apprendre, surtout en Suède ou en Finlande, pour vraiment apprendre des nouvelles techniques. Puis je pense qu'il n'y a aucune raison que le Québec ou le Canada ne pourraient pas être capable de performer ces choses-là parce qu'on a quand même des bonnes têtes de hockey. Puis ça serait important aussi que certains joueurs s'impliquent dans ces choses-là pour aider à nos gardiens de but de pouvoir changer un peu le trend qui se passe avec juste des gardiens de but européens. Tu sais, tu regardes au Canada, tu regardes pour les Olympiques. Dans le temps, on était peut-être 8 ou 9 gardiens de but qu'on avait une chance de faire l'équipe olympique. En ce moment, tu as de la misère à les trouver quasiment. Fait que c'est quelque chose il faut que ça change pour avoir du succès au Canada. On regarde ce qui se passe présentement avec parfois des mises en échec. Je vais revenir un peu sur le Brother Rule qui s'est produit en 2004-2005. La manière que les gardiens de but jouent avec la rondelle. Je sais que ça a été quelque chose d'un peu de controversé à la base. Ton opinion, tu voulais pas nécessairement que ça arrive parce que c'est une de tes forces. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus parce que les gardiens de but sont de plus en plus gros, sont appelés à rester dans leur filet? Toi, comment tu l'as enseigné peut-être à tes garçons? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je trouve que c'est encore une chose très, très importante de pouvoir aider tes défenseurs. Puis ici, il y a beaucoup de choses qui arrivent à cause que, tu sais, comme moi, je me rappelle quand ils ont décidé de mettre ça me dérangeait pas trop personnellement parce que quand ils ont décidé de mettre le trapezoid, ils ont enlevé la ligne rouge. Fait que là, je me suis dit, je vais faire des passes à l'autre ligne bleue. Fait que c'est pas si pire, c'est comme un bon trade-off. Puis j'étais assez agile pour être capable d'arrêter des dump-ins avant la ligne rouge. Fait que je suis vraiment pas à la place que j'avais pas le droit. Mais quand tu avais des bonnes équipes qui mettaient la rondelle dans cette zone-là, je voyais que mes défenseurs se faisaient affecter énormément plus, se faisaient frapper plus fort. Il y avait beaucoup plus d'accidents qui arrivaient. Là, c'est sûr qu'avec le nouveau icing rule, ça arrive un petit peu moins. Mais je pense qu'il y a encore, je regarde, tu sais, comme moi j'ai mon gardien de but, puis c'est pas un gars qui aime jouer le puck trop, il sort pas trop. Puis je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'il pourrait faire qui seraient vraiment simples, qui aideraient vraiment défensivement. Puis je pense que l'importance de jouer la rondelle est encore vraiment là dans le national, même si le trapezoid l'enlève. C'est comme un art un peu qui a été enlevé. Je pense que c'était ça que la Ligue nationale voulait faire, c'est que gardien de but restait dans votre net, mais on est quand même des athlètes, des joueurs de hockey, puis on aime ça en participer. Hey man, parce que comme défenseur, c'est le jour et la nuit. Quand tu as un gardien là, qui est capable de jouer la rondelle et qui est confiant pour faire une passe, pas juste la lancer dans le vide, faire une sortie de zone, c'est le fun de juste faire son pivot, d'aller se cacher dans le coin et attendre voir s'il m'adonne ou s'il fait sa sortie de zone. J'aurais pris Martin comme défenseur avant toi. Pour sortir la rondelle. En tout cas, c'est ça. Non, c'est parce qu'il est gaucher. Moi, je suis droitier. On aurait pu être partner. Mais hey, en parlant de jouer la rondelle, un autre record que tu as marqué 3 buts dans la Ligue nationale. Et est-ce qu'il y a un de ces buts-là qui ressort à tes yeux? Est-ce que c'est juste un addon ou
Dans ta tête, tu l'as essayé à peu près 150 fois. À chaque fois que le gardien sortait du but de l'autre côté, puis tu avais une avance, puis Dieu sait qu'avec les Devils, c'est arrivé souvent. Est-ce que c'était tout le temps quelque chose qui était dans derrière ta tête? Disais, hey, si j'ai ma chance, je l'essaye, c'est sûr? Oh, c'est sûr, c'est sûr. La seule affaire, il fallait que je fasse attention. C'était drôle parce que, une petite anecdote, j'étais. Quand Jacques Lemaire est arrivé, avant les caps salariales, on avait des bonus pour les goals against. Puis on était à Vancouver, j'avais un shutout, puis on menait 1-0. Puis, non, excuse-moi, on menait 2-0. Puis il restait peut-être 8 secondes. Fait que là, je me dis, il reste 5-8 secondes, je vais essayer ça. Fait que j'ai pogné la rondelle, j'ai essayé de le lancer, puis mon hockey est cassé. Puis il est arrivé direct sur McGillney, puis il l'a envoyé dans un open net. On a gagné 2-1. Fait que là, j'arrive dans la chambre, puis là, tout le monde me dit, Martin, you owe me $500. Parce que je pense qu'on avait 1000$ pour un shutout, une affaire de même. Fait que des affaires de même que c'est pas que tu fasses attention quand tu essaies de scorer. Ça peut coûter cher. Ouais, c'est ça. Fait que plus j'achète la soupe à tout le monde. Ah non. Écoute, ton fils Jérémy, qui est un gardien de but, a remporté... non, pas vrai. Il a joué son premier match, fait 47 arrêts, c'est comme une victoire. Là. Il y a eu 50 tirs contre Hershey. Sa première game dans la Ligue américaine. Comment que tu te sentais? Tu étais au présent au match, je crois? Oui, j'étais là, oui. T'étais un papa comment dans les estrades? T'es-tu nerveux? Non, pas si pire. J'aurais pensé que j'aurais été plus nerveux que ça. Il a quand même bien joué. Écoute, c'était juste c'était un peu de fierté. Écoute, tu sais, Jérémy, il arrive de loin. Il a joué dans la Ligue d'Ontario junior pour les Oshawa Generals. Il a gagné une Coupe Mémoriale, mais il était quand même le backup. Puis depuis ce temps-là, il roule sa boule. Écoute, il est allé dans SPHL, dans East Coast League. Il a joué à Budapest, en Hongrie. Il a joué en Angleterre. Il est retourné cette année. Il est parti, il était au Tennessee. Puis ils ont eu l'opportunité de devenir un troisième gardien de but avec l'équipe de Binghamton ici, qui joue au New Jersey. Puis il a travaillé très fort pendant 3 mois, puis il a eu sa chance de jouer. Fait que je suis content qu'il ait été capable de performer de la manière, même s'il n'a pas gagné, il a quand même prouvé qu'il est capable de jouer à ce niveau-là. Fait que c'est un peu une affaire de fierté de l'avoir vu jouer. C'est sûr que on est toujours un petit peu plus nerveux quand c'est tes enfants. On dirait être capable d'être un puppet puis de tirer les bras puis les jambes, là, mais ça marche pas de même. Il joue-tu l'hybride ou c'est un butterfly? Il est plus butterfly. Il me fait honte un peu, là, mais c'est pas grave. Sérieux? Je vais pas regarder tes cassettes. Mais c'est pas mal plus facile. Moins stressant quand c'est toi qui as les pads que de regarder quelqu'un. Non, mais ça a été comment? Parce que là, lui, c'est sûr que c'est pas évident. Tu viens de parler de son parcours. Puis cette année, pour plusieurs joueurs de hockey, c'est très compliqué avec le COVID. Puis trouver des opportunités. Puis il y a bien des gars qui voient la saison le filer puis pas avoir la chance de jouer de match. Parle-moi là, pour tes 3 gars, là, Anthony, Jérémy, William, début vingtaine, 25, 24 ans, là, les 3. Ça a été comment pour eux autres, le COVID puis l'impact que ça a eu? Ouais, écoute, mon plus vieux, lui, il a passé, il a fini l'école à l'Université d'Ottawa l'année passée, puis il a décidé de tourner au golf puis jouer professionnellement. Fait qu'il a passé son hiver en Floride. Fait que c'est pas comme au Québec, là-bas, c'est un petit peu plus... c'est moins plat. Ça n'existe pas là-bas. Fait qu'il roule sa boule, et comme on en parlait avant, de 6 à 8 heures par jour pour travailler très fort dans son... sur sa game de golf, puis de voir quel genre de grind que c'est de devenir professionnel au golf. Il trouve ça difficile, mais il travaille très fort. C'est le fun de le voir. T'sais. J'ai eu la chance d'aller le cader pendant 5 jours, puis on va dire quelque chose, c'est pas quelque chose qui est facile, ce job-là. Jérémy, c'est sûr que lui, avec ce qui s'est passé avec le hockey, il a perdu toutes les opportunités d'aller en Europe. Fait qu'il est obligé d'aller dans la SPHL. Puis comme je te dis, on a eu la chance de l'amener comme 3e gardien de but à Binghamton. Fait que lui, ça se déroule bien. William, lui, il joue plus au hockey, il fait plus rien, mais il vient de graduater de Providence College. Fait qu'il était avec sa première job. Puis ils ont été obligés de le laisser aller à cause de COVID, à cause des restrictions, tout le kit. Puis là, il vient de se trouver un nouvel job, puis il travaille de la maison. Fait qu'il est pogné dans un appartement à Boston. Fait que c'est pas facile pour tout le monde, mais on peut pas dire qu'on l'a eu très, très difficile dans la famille de Bronner. Ben, écoute, Martin,
Merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour nous jaser. C'était très, très inspirant, très plaisant de te jaser. On souhaite bonne chance aux Devils, bonne chance à toi pour le reste de la saison. Puis c'est super apprécié. Ça me fait plaisir. Bonne chance à vous autres, les boys. Puis, merci beaucoup, Martin. C'est gentil, Martin. Wow. Ouais. Tu sais, moi, là, il y a des moments quand tu commences à tes débuts dans la Ligue nationale. Tu sais, tu as des moments, wow, je suis dans la Ligue nationale. Puis un de mes moments qui m'est resté marqué en carrière, c'était un de mes premiers matchs hors concours. Au vieux là, Continental, je ne me rappelle pas, la vieille arena. Oh, c'était dégueulasse. Ça, puis le Mellon Arena, c'était les 2P, mais au moins, eux autres, ils ont déménagé assez rapidement. Mais c'était affreux comme place, mais peu importe, c'était légendaire, c'était les Devils. Puis j'étais en match hors concours, puis là, c'était une équipe qui commence. T'as les Madden, t'as les Pandolfo, Brillin était là. Puis les Devils, c'était intimidant dans ces années-là. Là, on parle en 2003, là. Puis je me rappelle, je m'avance dans l'enclave, je reçois un lancer, je reçois une passe, puis je lance rapidement, puis je suis sûr que je score sur Martin. Puis il fait un arrêt que je ne revois pas aujourd'hui, une espèce de demi-two-pat stack, la jambe dans les airs, kick ça. Puis le moment, là, je te jure, j'ai un moment de... Tu sais, t'es en match, tu es supposé rester en position hockey puis rester agressif. Je me relève, je fais comme, oh, wow, Martin Brodeur, il a de la... Oh, t'as minute, tu sais, j'ai eu une demi-seconde juste d'arrêter, faire... Wow, parce qu'il y avait son fameux masque, là, tu sais, sur le côté. Puis c'était une espèce de kick, de pad stack. Il kick la rondelle. Je fais comme, wow. Je voulais juste aller chercher la rondelle. C'est moi là, je la garde. Mais c'est drôle parce que ce matin même, je faisais une conférence avec une école de 6e année du primaire. Puis ils me demandaient, tu te rappelles-tu ton premier match de la Ligue nationale? Puis moi, c'était à cette aréna-là, en 2005, l'année après le lockout. Et j'arrive et j'ai Sidney Crosby. Je comptais ça exactement comme ça. J'ai Sidney Crosby à ma droite. C'est son premier match aussi. On est au New Jersey. J'ai Mario Lemieux qui est dans le vestiaire avec moi. Son 3e, 4e match. Oui. Puis on arrive là. Puis en première période, j'ai un 2 contre 1 contre Martin Brodeur avec Matt Murley. Tu l'as dompé. Tu ne lances pas sur lui. Eh non. Tu sais, je l'ai déjoué du lancer, mais il l'a arrêté pareil. Par chance. Par chance. Il a fermé ses yeux, c'est sûr. Puis tu sais... C'était tellement magique comme moment parce que, justement, t'es avec plein de grands puis t'as la chance, comme toi, là, pareil, exactement. Je voulais juste... on a la même histoire. Là. Ton premier lancer contre Martin Brodeur, c'était assez intimidant. Mais il y en a quelques-uns comme ça dans la Ligue. Tu réalises que, wow, je joue contre lui parce que, comme Québécois, ça kick. Lui, tu le regardes aller, tu le regardes jouer, puis c'est tellement impressionnant. Fait que là, quand tu arrives à côté, c'est la même affaire que tu voyais tout le temps à TV ou ces cartes de hockey, le même masque, les mêmes espèces de jambières. C'est un moment de même. Quand tu as joué, mettons, contre moi la première fois, as-tu un moment comme ça? Ah, c'est encore comme ça à tous les jours. Moi, quand je te vois, je suis comme, wow, tu sais, il me parle. C'est pareil. Arrête. Tu me gênes. Tu me gênes. Ah, wow. C'est super intéressant pour avoir. Puis encore, juste avoir la chance de jaser, d'interviewer des gars comme ça qui n'ont tant vécu. Puis, tu sais, c'est le fun comme ça. Puis on aurait pu jaser d'anecdotes. Tu sais, quand ils me contaient l'histoire, tu sais, les Olympiques, là. C'est de faire partie de ces équipes-là avec tous ces grands-là. Autant en 2002 que 2010, c'était 2 différentes générations. C'était 2 équipes différentes, mais il a joué avec des grands joueurs. Au niveau des gardiens, lui, il a grandi en regardant Patrick Roy, mais c'est lui qui est le plus grand gardien au niveau des victoires. Puis c'est fou, là. On le regardait tantôt, là, de 95 à 2010, jouer 70 matchs par année. Il n'y a aucune chance que personne se rapproche de ça. Tu penses-tu qu'il s'en rappelle, Bruno, de ces 2 arrêts-là? Moi, je pense que oui. C'est pour ça qu'il a accepté. Parce que ça doit être 2 lancers qui l'ont marqué. Tu sais, des fois, tu fais comme, Bruno comment j'ai arrivé, fait... il a reçu une passe, puis il a lancé. Tu sais, comment j'ai fait pour l'arrêter? Tu sais, je l'ai arrêté, j'ai arrêté Bruno. Oh! Puis là, il a dû faire Maxime, j'ai arrêté Maxime. Signe-moi ça. C'est sûr que c'était ça. Mais là, on va passer, on est chanceux parce que cette semaine, la semaine dernière, on a eu le plus grand combattant de tous les temps. Cette semaine, on a le plus grand gardien de tous les temps. Et la semaine prochaine, on a la plus grande gardienne de tous les temps. C'est Kim Saint-Pierre qui va être avec nous autres. On est gâtés. On est très gâtés, Max Bruno. Alors, on a très hâte de vous revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt.